Je vais mettre mon... Hop. Mes lunettes, c'est plus sympathique. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Mugadini. Bonsoir. Alors, on est en live et comme d'habitude, j'attends quelques instants. Si je le trouve. Que les premières personnes nous rejoignent. Donc, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'enfance libre pour la suite de cette série d'entretiens autour de la pédocriminalité. C'est un sujet lourd mais malheureusement tout à fait d'actualité face auquel la réponse est encore trop souvent le silence, l'ignorance, le déni et le tabou. Pourtant, des milliers d'enfants et d'adultes sont concernés. Comme d'habitude, avant de vous présenter notre invité de ce soir, Mugadini, je fais un petit avertissement car le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet anodin. En parler ou en entendre parler peut réactiver des traumatismes. Si vous vous sentez déstabilisé, perturbé par ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à y revenir plus tard. Toutes les vidéos seront disponibles en replay. C'est très important que chacun puisse respecter ses limites. Pour être orienté vers une écoute, de la documentation ou un accompagnement thérapeutique, des ressources gratuites vous sont proposées automatiquement en cliquant sur l'onglet « Contacter par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'enfance libre. Vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons associationlenfancelibre@gmail.com. Bonsoir Mugadini, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Vous avez été enseignante, puis sénatrice du Rhône de 2004 à 2014. Vous êtes beaucoup engagée pour l'égalité homme-femme, contre les violences conjugales et sur la question des violences sexuelles. Avec Chantal Joanneau, vous avez été à l'origine d'une proposition de loi visant à modifier le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles, proposition faite en 2014 pour une loi qui sera votée en 2018. Cette loi fait notamment passer de 20 à 30 ans à compter de l'âge de la majorité le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs. Vous êtes également très investi dans l'association Stop aux violences sexuelles, dont vous êtes la présidente sur la plateforme Rhône. Merci d'être avec nous ce soir. Je le répète encore une fois, c'est un plaisir de vous accueillir. Je vais commencer avec ma première question. Sur le plan juridique, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'un viol ? Ah oui, je peux. Alors d'abord, je voudrais dire que quand on parle de viol, l'imaginaire habituel, c'est de penser à une jeune femme qui va faire du jogging et qui rencontre quelqu'un qui a une pulsion sexuelle, et ce quelqu'un la viole, et la viole de manière très précise, un pénis pénétrant un vagin. Et le viol, c'est beaucoup, beaucoup d'autres choses, d'autant plus que cette circonstance est quand même très minoritaire. Le viol se fait généralement entre deux personnes qui se connaissent. Donc, je vais vous lire la définition légale du viol, c'est encore ce qui est le plus simple. Donc, c'est un acte sexuel dont la définition est donnée à l'article 222-23 du Code pénal. C'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, ça c'est un petit peu compliqué, par violence, contrainte, menace ou surprise. La pénétration est vaginale, anale ou orale. Elle est imposée par la contrainte physique ou psychologique. Il peut s'agir d'un objet quelconque dans un orifice sexuel ou d'une pénétration d'un objet sexuel dans un orifice quelconque. Quand on lit cette définition, on se rend bien compte que c'est la situation que j'évoquais tout à l'heure, c'est une situation parmi les autres. Mais en l'occurrence, puisqu'on parle d'enfants, quand quelqu'un de la famille ou un ami touche une petite fille et introduit son doigt dans le vagin de la petite fille, c'est un viol. Et ça, c'est très difficile à entendre, y compris par les victimes. Parce que justement, l'imaginaire n'est pas là-dedans. Et quand on raconte quelque chose, c'est un viol, ah mais non, c'est, vous voyez, voilà. Donc le viol, il y a un déni qui existe autour de cette question-là. Donc le viol est défini de manière très précise.
Vous parliez des violences sexuelles qui existent au sein de la famille. Est-ce que dans la loi, il y a quelque chose de spécifique pour les viols incestueux? Alors, l'inceste n'est pas, il est seulement considéré comme une circonstance aggravante. Mais D'accord. on ne prononce pas, par exemple, dans un tribunal, il n'est pas prononcé le mot d'inceste. Il est seulement dit que la personne en question avait une autorité particulière sur l'enfant parce qu'elle était son grand-père, etc., etc. Donc, l'inceste qui a été redéfini dans la loi pour la protection de l'enfance de 2016, dont je suis co-auteur, Oui, l'inceste a été défini dans ces textes. Voilà. Donc, je peux vous dire qui sont les incestueux, si ça vous intéresse. Mais sinon, c'est seulement une circonstance aggravante. Il n'y a pas de d'accord. viol incestueux Ok. dans la loi. Et est-ce qu'il existe une différence entre le viol et l'agression sexuelle? Ben oui, tout ce qui n'est pas pénétration est une agression sexuelle. D'accord, très bien. Donc, Donc, tout ce qui est euh, attouchements, qui peuvent être d'ailleurs extrêmement perturbants pour la victime, surtout si c'est un enfant, aussi perturbant qu'un viol. Mais il n'y a pas pénétration. quand... À propos du viol, je Oui. vous ai, je vous ai dit que le viol pouvait être aussi commis sur la personne de l'auteur. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Comment l'auteur peut-il être euh, comment l'auteur peut-il être, lui, accusé de viol alors qu'il n'y a pas eu pénétration sur sa victime? Mhm. C'est quand un homme impose une fellation à un petit garçon. C'est lui qui fait la fellation au petit garçon. Par Jusqu'à exemple. maintenant, comme il n'y avait pas eu pénétration, jusqu'à la loi de 2018, il ne pouvait pas y avoir viol. Maintenant, il y a viol. Mhm. Ok, ça c'est important de faire cette distinction. Absolument. Euh, Aujourd'hui, comment est jugé un viol et une agression? Alors, du coup, c'est comment est jugée une agression sexuelle en France? Est-ce que c'est différent si c'est un viol ou une agression sexuelle, c'est-à-dire quand il n'y a pas pénétration, comme vous avez fait la distinction? Le viol est jugé en cour d'assises et toutes les autres agressions sexuelles. Dans les agressions sexuelles, il y a aussi le harcèlement et l'exhibitionnisme qui sont un peu moins graves parce qu'il n'y a pas contact, en l'occurrence. Hein. Et donc, tout ça est jugé en tribunal correctionnel. D'accord. Voilà. Euh, alors, est-ce que peut-être vous pouvez expliquer la différence pour les gens qui nous écoutent entre le tribunal correctionnel et la cour pénale, notamment parce qu'on entend souvent en fait dire que les plaintes de viol, elles ne sont pas examinées par les cours d'assises, mais par les tribunaux. Enfin, elles sont requalifiées par elles sont requalifiées en cour d'assises et elles passent par les tribunaux correctionnels au lieu de passer par la cour d'assises. Alors, la cour d'assises, elle est composée de magistrats et de jurés, Mhm. alors que le tribunal correctionnel, il n'est constitué que de professionnels. Un seul juge quand le délit, euh, encourt une peine inférieure à 5 ans et 3 juges quand le délit encourt une peine supérieure à 3 ans, à 5 ans, pardon. Alors pourquoi est-ce que beaucoup de viols sont requalifiés en agression sexuelle? Parce que c'est le juge qui décide, qui Mhm. propose, qui propose parce que la victime n'est pas obligée d'accepter. Elle peut insister pour être, s'il y a eu reconnaissance de viol, elle peut insister pour être jugée en assises. Pourquoi les magistrats proposent-ils ça? D'abord, je pense que globalement, les magistrats, comme beaucoup de personnes parmi nous, ne sont pas formés à euh, considérer le mal qui est réellement fait. Il y a une certaine tendance à penser que bon, avec un peu de psychiatrie ou de psychologie, on va oublier et puis ça ira comme ça. Alors qu'en réalité, il y a une atteinte physique extrêmement grave qui peut déclencher des maladies auto-immunes, des comportements très perturbants, et que ça, c'est pas pris en compte. Alors, premièrement, ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que les assises sont surchargées. On voit bien le temps qu'il y a entre un moment
où l'enquête est bouclée et où on passe aux assises. Ça peut être C'est combien ce temps en Bon, général? ben, écoutez, souvent entre le viol lui-même et les assises, il y a 5 ans. Le temps que l'enquête se fasse, ensuite on trouve le temps pour le faire passer. Donc pour quelqu'un qui a été victime, c'est très très long. Troisième, donc il y a la longueur de la procédure, et puis il y a le coût de la procédure qui incite aussi les magistrats à préférer la correctionnelle, parce que quand vous avez des jurés, il faut les payer. Les jurés, bon. Et donc, on va essayer de transférer ça en correctionnel, qui coûte moins cher, qui est plus rapide, etc., etc. Mais pour la victime de viol, c'est une injure quand même. Une injure. Parce que on lui dit ton viol, c'est pas très grave, finalement, c'est comme si tu t'étais fait tripoter, quoi. Est-ce que, Ça, oui, est-ce que c'est. Vous parliez tout à l'heure des magistrats qui n'ont pas conscience de l'impact que ça a. Finalement, est-ce qu'on peut parler de banalisation de cette violence sexuelle? Non. Ou normalisation? Oui, c'est difficile de parler de banalisation parce que les affaires sexuelles aux assises, c'est les plus importantes en nombre. Bon. Mais je crois que la prise de conscience est très, très récente sur ce qu'est un viol. D'accord. Voilà. Et puis, pour la majorité des gens, il y a même des psys, j'ai entendu ça l'autre jour, une psy qui a dit à quelqu'un qui venait raconter son histoire, lui dire, mais écoutez, ça fait 10 ans que ça s'est passé, il faut oublier, au lieu d'écouter la patiente et de lui répondre, lui dire, ben, écoutez, maintenant c'est passé, hein, tournez la page. C'est pas du tout ça que les victimes viennent chercher. Hein. Et ça, je pense que c'est aussi dans l'esprit. Et puis, la dernière chose concernant la requalification, c'est que quelquefois, quand le magistrat propose la requalification, l'avocat de la victime encourage la victime à accepter, parce que si en face de la victime, il y a un avocat qui défend l'auteur, qui est extrêmement dur et violent, ça peut être terrible pour la victime parce qu'elle est violée une deuxième fois. Ça fait un traumatisme sur un traumatisme supplémentaire. Donc, les avocats, quelquefois, disent qu'il faudrait mieux aller en correctionnel. Okay. Mais bon, tout ça est très... S'il n'y avait pas le choix, finalement, ce serait beaucoup mieux. Je vous remercie pour toutes ces définitions. Dans les commentaires, on vous remercie aussi parce qu'elles permettent de recadrer aussi la réalité de la loi. Donc, qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser et à travailler sur le sujet des violences sexuelles? Alors, moi, j'ai toujours été très sensible. Alors, vous avez dit que j'ai été sénatrice, mais j'ai été enseignante très peu de temps. J'ai surtout été élue pendant 37 ans à tous les niveaux, au niveau municipal, au niveau départemental, puis au Sénat. Et je me suis à chaque fois intéressée à tout ce qui était la protection de l'enfance, en particulier la protection des femmes, l'égalité homme-femme, la parité en politique, etc., etc. Et au moment où je suis arrivée alors, quand j'étais au département, je m'occupais de collège, donc je dirais que ça m'a un peu échappé. Mais quand je suis arrivée au Sénat, tous les sujets qui concernaient les femmes, je me suis vraiment impliquée. Et il y a eu plusieurs textes intéressants d'ailleurs que j'ai votés. Et j'avais pas une conscience aiguë, j'avais une conscience aiguë de la fragilité des femmes dans les violences conjugales, ça c'est sûr. J'avais pas une conscience tout à fait aiguë que les femmes étaient aussi victimes et aussi souvent de violences sexuelles. Et c'est la rencontre avec Violaine Guérin qui a créé l'association SBS. C'est ça, la rencontre avec elle qui m'a vraiment ouvert les yeux et qui a fait que, effectivement, je me suis embarquée dans cette bagarre. Et la première chose qu'on a faite en ensemble, 2014, je le disais donc dans la présentation. Ouais. Oui, donc en 2014. Allez-y, allez-y. Hein. Je me suis, sur l'insistance de Violaine, mais aussi après avoir rencontré des victimes qui me racontaient toute la douleur qu'elles avaient eue à découvrir tard qu'elles avaient été victimes enfants. Parce qu'il y a toute cette mémoire traumatique qui ne ressort pas, et quand elle ressort, en l'occurrence, toutes les femmes que j'avais rencontrées avaient plus de 40 ans.
Et donc, Mhm. il n'y avait pas… Peut-être vous pouvez rappeler en quelques mots Oui. la mémoire traumatique, ce que c'est pour les gens qui nous écoutent. Alors, quand ça concerne surtout les enfants. Quand on est adulte, on peut avoir un choc tel qu'on perd la mémoire, mais malgré tout, c'est plus rare. Mais quand on est enfant, c'est tellement insupportable ce que vous subissez que vous tirez un espèce de rideau qui fait que vous n'avez pas du tout conscience de ce qui vous est arrivé. Et c'est à un moment donné que un événement, une odeur, un bruit, euh, n'importe quoi peut réveiller cette mémoire. Et, et là, en l'occurrence, je vous raconte ça parce que c'était intéressant, c'était une personne qui avait été victime d'abord de son grand-père, ensuite d'un prêtre, ensuite de son père. Et elle était en mission dans un pays, dans un émirat arabe, et ça plaisait pas manifestement aux autorités locales que ce soit une femme qui… Donc, un peu pour la déstabiliser, une nuit, ils sont rentrés dans sa chambre d'hôtel. Ils n'avaient pas du tout d'intention malveillante, si ce n'est de lui faire peur. Et d'un seul coup, ça a réveillé chez cette femme le souvenir de son père rentrant dans sa chambre. Mhm. Et ça a été un cataclysme. Elle était mariée, elle avait des enfants, un métier très prestigieux. Ça a été un cataclysme. Et donc ça, c'est vraiment le type même de l'amnésie traumatique. C'est très significatif. Mais les autres, c'est pareil. Hein. Tous ceux que j'ai rencontrés, c'est ça. D'un seul coup, ça revient. D'accord. Et on peut être très âgé. En tout cas, à l'époque, maintenant c'est un petit peu changé, à l'époque, on ne pouvait pas porter plainte au-delà de 38 ans, c'est-à-dire 20 ans après la majorité. Et toutes ces femmes-là avaient plus de 38 ans, donc elles n'ont pas pu porter plainte. Cette loi a été changée en 2008 et maintenant on peut porter plainte jusqu'à 48 ans. Oui, 2018, oui. Oui, en 2018, au mois d'août 2018. Mais le fait de pouvoir porter plainte jusqu'à 48 ans, c'est quand même une barrière. Et vous avez des gens qui ne peuvent pas porter plainte même comment dire, d'abord, il y a des personnes à qui ça revient après 48 ans. Et il y en a pour qui, même si ça revient avant 48 ans, elles n'arrivent pas à porter plainte parce que si c'est intrafamilial, elles savent que ça va être un cataclysme dans la famille. Ou bien c'est elles qui vont être complètement rejetées par tous les autres, c'est possible. Ou bien une partie de la famille va se diviser avec l'autre. Enfin, c'est un cataclysme et pour certaines, c'est pas pensable. Donc, elles renoncent, mais peut-être que 3 ans après, elles en auront envie. Et à ce moment-là, c'est vraiment trop tard. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous souhaitions que ce soit imprescriptible. C'est-à-dire que les gens, on le voit bien là avec l'enquête pour les prêtres. On voit bien que beaucoup de personnes ont été victimes dans les années 60-70. Oui. Donc, elles ont bien plus que, vous voyez, elles ont 60 ans. 50, 60 ans. Et voilà. Donc tous ces gens-là on pense que pouvoir faire reconnaître qu'on a été victime, pouvoir éventuellement que votre auteur vous demande pardon, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver, qu'il reconnaisse les faits, tout ça est quand même quelque chose qui permet d'aller mieux après. Voilà, donc on voulait l'imprescriptibilité, ça n'a pas été possible. Est-ce que, peut-être pour ceux qui nous écoutent, pourquoi y a-t-il un délai de prescription? Et depuis quand il existe ce délai de prescription? Alors, ce délai de prescription, il existe avec le Code Napoléon. Et il était fait pour avoir la paix sociale. C'est-à-dire qu'à l'époque, on considérait que quelqu'un qui avait commis un crime, si dans les 10 ans suivants, il n'y avait aucune raison de soupçonner cette personne, eh bien, à 10 ans et 2 jours, il pouvait dire que c'était lui qui avait tué une autre personne. Et pourquoi c'était 10 ans? Parce qu'à l'époque, on ne vivait pas si longtemps. 10 ans, c'était, si vous commettiez un crime à 22 ans, vous pouviez mourir à 35, 40, 45 ans. Vous voyez, ce n'était pas du tout comme maintenant. Donc ça a duré jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, quel est le délai pour les victimes? Alors aujourd'hui, pour tous les crimes, la prescription est de 20 ans. Pour les délits, la prescription est de 6 ans.
Et pour comment ça s'appelle? Bon, c'est 2 ans, les amendes, les choses comme ça. Et pour ce qui concerne les mineurs victimes de violences sexuelles, c'est donc 30 ans après la majorité. Donc Et pour les, 48 ans. voilà, et pour les victimes d'agression, c'est 20 ans après la majorité. D'accord. C'est des exceptions. Très bien. Merci pour ces détails. Vous parliez tout à l'heure que, à la base, avec cette loi, vous souhaitiez l'imprescriptibilité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de délai de prescription. Oui. Quel frein à l'imprescriptibilité qui serait donc de ne pas avoir de délai de prescription pour porter plainte? Parce que l'imprescriptibilité, elle est réservée aux crimes contre l'humanité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier pour les génocides, et que, si vous voulez, c'est un peu sacré. Sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont été victimes et qui sont en situation de mort lente, et que de toute façon, on a détruit leur humanité. Alors évidemment, dans le crime contre l'humanité, on parle d'un groupe. D'ailleurs, c'est très précis, hein, le génocide, c'est la volonté d'un groupe d'exterminer un autre groupe. Vous voyez, c'est politique, c'est un groupe contre un groupe. Là, effectivement, on a une personne qui détruit l'humanité d'une ou de plusieurs autres personnes. Mais malgré tout, c'est vraiment leur humanité qui est détruite, parce que ces gens-là ne sentent plus leur corps et sont très mal. Mmh. Et, Mais il y a des pays où c'est imprescriptible, hein. Tout le monde ah oui? n'a pas cette conception. Eh bien, certains États des États-Unis, le Canada, la Suisse, il y en a d'autres aussi en Europe du Nord. J'avoue que je n'ai pas regardé, j'ai oublié, mais il y en a. Il y en a. Est-ce que selon vous, par rapport à ce délai de prescription, cela peut évoluer? Tout évolue. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est la conscience de ce fléau qui prend du temps. Et ça peut évoluer, ça prendra du temps, je pense, mais ça peut. Oui, je vous fais remonter le commentaire du docteur Nour-de-San, qui est vice-président de Stop aux violences sexuelles, qui vous remercie pour votre engagement. D'accord. J'espère que je n'ai pas écorché son nom de famille, je suis désolée si c'est le cas. Nour-de-San. Nour-de-San, bon, c'est bon alors. Vous êtes co-auteur avec Michel Meunier d'un rapport d'information fait au nom de la Commission des affaires sociales sur la protection de l'enfance, qui amènera à la loi de mars 2016 en protection de l'enfance. Quelles sont les grandes lignes de l'état des lieux que vous faites en 2014? Bien, écoutez, Michel Meunier comme moi-même avions été donc vice-présidente des conseils généraux dans les départements où nous étions. Moi, je me suis assez peu occupée de protection de l'enfance, mais j'étais quand même concernée par ce qui était adoption, parce que, bon, j'avais des responsabilités dans ce domaine, et à travers ça, j'avais quand même senti qu'il y avait des problèmes, et puis je connaissais quelques familles d'accueil, où il y avait des difficultés, et aussi quelques établissements. Et elle avait été, chargée dans son département comme vice-présidente de la protection de l'enfance. Ce qu'on avait constaté, c'est que prévaut toujours, mais un peu moins, prévalait dans la politique définie en 2007 la primauté de la famille sur l'enfant. C'est-à-dire que nous avions comme souci de prioritaire l'intérêt supérieur de l'enfant, et la loi de 2007 avait comme priorité la préservation du milieu familial. De l'autorité parentale. Du milieu familial. L'autorité parentale, c'est autre chose, c'est légal. Et ça veut dire que on n'hésitait pas à laisser un enfant dans sa famille alors qu'on savait que c'était juste, qu'on n'hésitait pas à remettre un enfant dans sa famille alors qu'on savait que c'était pas terrible. Bon, ça, moi, j'avais eu l'occasion, j'avais fait une mission au Québec qui m'avait beaucoup intéressée sur ce sujet-là. Et j'avais constaté qu'au Québec, on appliquait vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant d'abord. Et je souhaitais qu'on revoie ça et qu'on revienne là-dessus et qu'on change un certain nombre de choses. Alors, il y avait ça. La deuxième chose, c'est qu'on avait constaté que du fait que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas primordial, on trimballait l'enfant
de foyer en famille d'accueil, de famille d'accueil en foyer, etc., pour retrouver finalement à 18 ans 40 ou 50% des gens de l'ASE dans la rue. C'est pas étonnant, hein, quand vous êtes complètement déstabilisé euh, sur le plan affectif, que on vous propose comme études, même si vous êtes assez bon, on vous propose que des études professionnelles, que on vous les propose, mais on les suit pas vraiment, et que à 18 ans, on vous largue tout seul. Moi, j'ai rencontré un jeune il y a quelques années. Bon, ses parents ne peuvent pas compter dessus. Il avait aucune famille, pas de frère, pas de sœur, pas d'oncle, pas de tante, pas de cousin, pas de cousine, pas de grands-parents, tout seul. Et il avait 450 € venant du département pour vivre. Oui. Il fallait payer un loyer, etc. Mais c'est ahurissant, quoi. Donc, tout ça, ça fonctionne pas, ça ne fonctionnait pas. On a essayé d'y porter remède. On a fait certaines propositions qui n'ont pas été absolument prises en compte par le Parlement. En particulier parce qu'au Parlement, à l'époque, il y avait beaucoup de présidents de conseils généraux qui trouvaient qu'ils dépensaient déjà beaucoup d'argent pour les enfants, enfin pour la protection de l'enfance, et qui se disaient que si on faisait ce qu'on proposait, on en dépenserait plus. Moi, je suis persuadée, mais alors vraiment persuadée, qu'on pouvait dépenser autrement et pas plus. Bon, voilà. Comment vous expliquez en fait le décalage entre le rapport, ce que vous rapportez, et ce qui est finalement passé dans la loi en 2016? Parce que je viens de vous dire. Par les aspects financiers principalement? Essentiellement par les aspects financiers, mais aussi parce qu'il y a des résistances. Il y a les résistances de toute la profession d'éducateur qui se sent mis en cause. Bien sûr qu'ils sont en cause, mais ils sont en cause parce qu'ils ont été mal formés. C'est pas eux qu'on met en cause, c'est l'idée qui encadre leur formation. Il y a tous les magistrats à qui on allait toucher à leur indépendance et ils n'aiment pas ça. Donc, si vous voulez, il y a tout un tas de lobbies. Moi, je me souviens être allé présenter cette loi à une réunion syndicale de professionnels. Je me suis défendu, mais mais nous sommes parfaits, qu'est-ce que vous voulez faire de nous, etc. Bon, ils avaient bien compris que je ne leur reprochais pas de ne pas faire ils faisaient ce qu'ils pouvaient, avec leurs moyens. On me rappelle que Lies Loufoque, qu'on a reçu dimanche dernier, avait cité des chiffres, et si je me souviens bien, c'était un sans domicile fixe sur 4 sort de l'aide sociale à l'enfance, qui est un chiffre qui est quand même très important. Énorme. Oui. Vous me parliez de qui? De Lies Loufoque. D'accord. Oui. Pourquoi n'est-il pas possible finalement de faire passer une loi qui répond aux besoins réels du terrain? J'aimerais bien savoir. Alors, c'est une question qui restera sans réponse. Pas seulement sur ce sujet. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je pose la question. Je crois aussi, là je suis à l'aise, que les résistances pas du gouvernement ni des ministres, mais de tout le poids de l'administration ministérielle est considérable. On ne bouge pas parce que bouger, c'est inconfortable. Donc, on ne bouge pas. Ça va bien comme ça. C'est pas la peine de se fatiguer. Bon, mais c'est pas seulement sur ces sujets. Merci pour votre réponse très honnête. Moi, j'ai plus rien. De toute façon, même quand j'avais à perdre, je disais ce que j'avais à dire. Est-ce qu'on peut revenir donc au projet de loi, donc projet de loi de 2014 qui passera donc en 2018 sur les délais de prescription. Comment ce projet de loi sur la modification du délai de prescription est reçu quand vous le proposez? Alors, quand je le propose au Sénat, je le propose sans prononcer le mot d'imprescriptibilité parce que je savais bien que ça allait pas marcher, mais je me suis appuyée sur un texte qui prévoyait qu'en matière financière, la prescription ne courait qu'à partir du moment où on découvrait la malversation. Donc, en fait, c'était imprescriptible, en gros, puisque c'est au moment où on découvrait qu'on faisait courir la prescription. Et je m'étais appuyée là-dessus pour comparer en disant que dans beaucoup de cas,
à cause de l'amnésie traumatique, les personnes ne pouvaient porter plainte qu'à partir du moment où elles découvraient qu'elles avaient été victimes. Bon, ça n'a pas fait illusion auprès de mes collègues, en particulier à l'époque du président de la commission, non, c'était moi la présidente de la commission, du rapporteur de la commission et du président de la commission des lois. Ça n'a pas fait illusion et ils ont essayé plus ou moins de me faire retirer ce texte. Bon, comme j'avais une bonne relation avec eux, même si nous n'étions pas du même parti, ils ont accepté. J'aurais dit, écoutez, laissez ce texte venir en discussion. Ben, s'il n'est pas voté, il n'est pas voté, mais laissez-le. Ils ont accepté et en plus, c'est eux qui ont dit, ben, on ne va pas voter l'imprescriptibilité, mais on te propose de voter 10 ans de plus. Mmh. Ça a été voté au Sénat et quand c'est arrivé à l'Assemblée, la rapporteure a dit qu'il n'y avait aucune raison de changer ça, qu'on n'allait pas encore faire des exceptions. Et puis, de toute façon, ça ne pouvait pas, c'était une rapporteure socialiste, on ne pouvait pas accepter un texte de loi qui venait d'une centriste. Voilà à quoi ça tient pour des questions sociétales, à quoi tiennent les votes. J'avais été très contrariée par ça, parce que c'était ridicule, ils pouvaient très bien le voter. Et puis, 4 ans après, 4 ans. Oui, pourquoi 4 ans? Pourquoi autant de temps? Ben, j'en sais, parce qu'entre-temps, il y a eu changement de gouvernement. D'accord. Bon, ceux qui m'avaient dit non ne pouvaient pas se déjuger. Et le temps que, c'était Mme Schiappa qui le proposait, le temps que ça vienne, que ce soit étudié, etc., ben voilà, il a fallu, encore que ça a été assez vite, puisqu'elle a été désignée ministre en 17, c'est passé en 18, donc c'est pas si tard. Hein. Mais bon, et c'est pour tout comme ça. Hein. En tant qu'ex-sénatrice, quel est votre regard sur la politique actuelle sur la protection de l'enfance? Ben, si vous voulez, j'en sais rien finalement, parce qu'on ne voit pas grand-chose. On entend des choses se dire, et je pense que les gens qui le disent, en particulier le secrétaire d'État chargé de ça, est très sincère, il y croit. Mais le problème de l'État, c'est qu'il a délégué la protection de l'enfance au département. Il a tout délégué. Donc, parmi les choses qu'on a faites avec Michel Meunier, on a créé un organisme de coordination, c'est plus le nom d'ailleurs, mais peu importe, pour qu'au moins dans chaque département, il y ait une politique cohérente qui soit appliquée, la cohérence de la nation. Ce n'était pas appliqué du tout avant, ça ne l'est toujours pas. Et comme l'État ne donne pas de moyens aux départements, que les départements sont submergés par quelque chose qui ne devrait pas revenir au département, qui sont les mineurs isolés, mineurs étrangers isolés. Bon, les mineurs étrangers isolés, il y en a beaucoup, ils ne sont pas toujours mineurs, mais bon, peu importe. Et on a donné ça au département dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est une aberration dans 2 domaines. Premièrement, les départements n'ont pas les moyens. Ils ont déjà à peine les moyens de s'occuper des enfants de leur département, ils n'en ont pas les moyens. Deuxièmement, ces mineurs isolés, ils ne sont pas dans les conditions des mineurs qu'on retire à leur famille. Souvent, ces mineurs isolés, ils sont partis pour protéger leur famille, pour les aider. Ce ne sont pas des enfants qui n'ont pas été aimés, qui n'ont pas, vous voyez, qui ont été maltraités. Non. Et donc, tous nos personnels sont formés à s'occuper d'enfants qu'on a retirés à leur famille. Et souvent, ces mineurs isolés sont adolescents. Beaucoup ont envie d'apprendre, etc. Mais ça coûte horriblement cher et tout cet argent, c'est le département qui le met. Et il le met là, il ne peut pas le mettre ailleurs parce que, contrairement à l'État, le département n'a pas le droit d'avoir un budget en déficit. Donc, il vote les impôts pour faire son budget et il ne va pas augmenter ses impôts tout le temps. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un énorme problème, vraiment. Et voilà, en tout cas, il y a une problématique regrettable, voilà. à creuser. Regrettable que l'État ne prenne pas à sa charge les mineurs isolés. Je n'ai rien contre les mineurs isolés. Oui. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qui les prend en charge. D'accord. Est-ce que vous souhaitez réagir à la nomination aujourd'hui d'Éric Delamarre au poste de défenseur des enfants? Ah, j'ai pas entendu. Ah. Il va pas être... Donc, je ne sais pas qui est Éric Delamarre. C'est un ancien cadre fonctionnaire de l'aide sociale à l'enfance. Bon, écoutez, vous irez voir. Écoutez, on va voir.
On en parlait tout à l'heure de ce qui se passait dans les années 70. Vous, dans les années 70, vous êtes enseignante. Comment on passe de cette profession, enseignante dans les années 70, à sénatrice qui s'engage pour la protection de l'enfance? Mais écoutez, ça a été plutôt pas un hasard vraiment parce que je me suis présentée, mais j'arrivais dans une commune en 73 après avoir été enseignante et puis on avait déménagé 3 fois en 3 ans, j'avais pas repris de poste. On arrive dans cette commune et bon, comme j'avais quand même l'esprit un peu civique, je deviens vite présidente de parents d'élèves, je deviens secrétaire d'une association de défense de l'environnement. Et un jour, j'écris au maire parce que le collège se trouvait à l'autre bout de la commune et surtout dans la commune, il n'y avait pas de trottoir. Donc, on était condamnés, nos enfants ne pouvaient aller ni à pied ni en vélo. On était condamnés à emmener nos enfants à l'école. C'était organisé, on emmenait nos enfants à l'école, hein, tout l'immeuble participait. Et j'écris au maire en lui demandant si on ne pourrait pas mettre en place un transport scolaire. Il ne m'a pas répondu, ça m'a beaucoup contrarié. Finalement, j'ai découvert que c'est le département qui s'occupait de ça. Enfin, je réglais ça. Mais je me suis dit, la prochaine fois qu'il y a des élections, je vais aller voir le maire et lui dire que je vais y aller. Et puis, j'ai pas eu le temps d'y aller. Il m'avait repéré sans doute et il m'a demandé si je voulais bien rentrer au conseil municipal. Comme mes idées politiques étaient les mêmes que les siennes, j'ai dit oui. Et donc, je suis rentrée au conseil municipal par conviction civique, civique municipale. Je voulais faire des trucs dans ma commune. J'avais repéré des choses qui n'allaient pas. Et je n'ai adhéré à un parti que 10 ans plus tard. D'accord. Parce qu'au moment où il faut gravir les échelons, on est obligé de s'afficher. Mais sinon, Est-ce que... ça me convenait très bien, moi. Je suis pas ce que je veux dire, c'est que je suis pas une militante, quoi. Est-ce que vous vous souvenez des positions politiques des années 70-80? Non. Sur le sujet qui nous intéresse? Oui, sur le sujet qui nous intéresse, parce Alors, qu'on a... aucune idée. Et il s'est passé plein de choses à cette époque. Oui, Mais si vous voulez, c'était tellement... Alors, d'abord, c'était caché. Ensuite, il y avait quand même, pour avoir vécu 68, hein, pour voir à quel point les gens, y compris moi qui étais déjà mariée avec des enfants, les gens ont eu une bouffée de liberté quand même. Et ça m'amuse beaucoup parce que ça a été l'époque où on faisait sur la plage du topless. Et ça a duré très longtemps. Et puis maintenant, je vois tout le monde habillé avec deux pièces au minimum, y compris les petites filles. Je trouve ça ridicule. Mais c'est pour vous dire qu'on était quand même content d'être beaucoup plus libre. Mais tout ça n'est pas apparu du tout, sauf pour les intellectuels. Ça n'a pas du tout paru nulle part. On n'a pas su tout ça. oui, peut-être ce qu'on peut préciser, c'est que la question est en lien avec l'affaire Maznev, hein, les positions pro-pédophiles de l'époque, qui sont transversales en fait aux différents Oui, courants politiques. oui. Et est-ce que vous avez vu évoluer comment vous avez évolué en tant que femme et enseignante dans ce climat pro-pédophile de l'époque? Donc, vous disiez que vous l'avez pas Je vous vraiment dis, on ressenti. ne l'a pas senti parce Oui. que c'était germano-pratin. Hein. C'était vraiment l'élite à Paris. Ailleurs, il se passait sûrement des choses, mais comme il s'en était toujours passé, c'est-à-dire les notables d'une ville, mais tout ça était très, très discret. Des gens comme moi qui étaient des gens ordinaires, bon, on ne savait pas. Hein. Et médiatiquement, comment vous vivez les premières dénonciations publiques des violences sexuelles sur mineurs? Là, je pense à l'affaire Dutroux, je pense à Eva Thomas qui fait sa première apparition à la télé pour parler de l'inceste sur une grande chaîne de télévision. Euh, comment dire Je l'ai vécu avec écœurement, en gros, en me disant, mais comment est-ce que c'est encore possible à notre époque où il y a une grande liberté sexuelle mais en fait, ça n'a rien à voir. La liberté sexuelle des adultes n'a rien à voir avec la pédophilie. La pédophilie, c'est autre chose et ça existe dans tous les milieux et ça existe beaucoup. Et le seul moyen que nous ayons de lutter contre la pédophilie, c'est la prévention, à la fois à l'égard de ceux qui peuvent en être victimes, mais aussi à l'égard de ceux qui peuvent en être auteurs.
Oui, on en parlait hier avec Anne-Hélène Moncani, de la prise en charge des auteurs, même si c'est encore un sujet très compliqué. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à revoir l'entretien d'hier. Oui, Oui. vous parliez de prévention. Vous êtes engagé donc auprès de Stop aux violences sexuelles depuis 8 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette association? Alors, c'est une association qui, contrairement aux autres, qui sont bien utiles, ne reçoit pas de victimes. Nous n'avons pas une action auprès des victimes. Le but de Violaine Guérin, quand elle a créé cette association, c'était d'organiser, c'était un projet de santé publique visant à éradiquer les violences sexuelles. C'est un projet extrêmement ambitieux. Il n'empêche que c'est possible qu'un jour on y arrive, en tout cas éradiquer, ça me semble difficile, mais en tout cas diminuer considérablement. Et donc, notre association a 3 objectifs principaux: former, prévenir, guérir. Alors, pour former, il y a un certain nombre de formations qui ont lieu, en particulier une formation qui a lieu dans le département, qui est gratuite, qui dure un week-end, et qui s'appelle Les bases de la connaissance en matière de violence sexuelle. C'est très simple. Et au cours de ce week-end, où interviennent un médecin, des gendarmes, des avocats, un thérapeute psychocorporel, plus quelqu'un qui présente l'association et son but, euh, nous faisons prendre conscience à nos participants de l'importance à la fois qualitative et quantitative des violences sexuelles. Qualitatif, une violence, ça détruit. Une violence sexuelle, ça détruit. Et quantitatif, c'est le nombre de personnes concernées. Je ne sais pas si on y reviendra, mais c'est énorme, absolument énorme. Donc, Vous avez des chiffres? ah oui, on a des chiffres. Alors, le Conseil de l'Europe considère qu'un enfant sur 4, est victime de violences sexuelles. Quand on parle de violences sexuelles, on englobe les agressions sexuelles et les viols. Absolument. L'exhibitionnisme aussi, mais disons que c'est un peu moins traumatisant. Mais les violences sexuelles, c'est tout ça. Donc, tous les enfants dont on parle ne sont pas obligatoirement victimes de viols, mais ils sont victimes de violences sexuelles qui les traumatisent autant. Donc, un enfant sur 4, ce qui veut dire que dans chaque classe de 25 enfants, vous avez à peu près 5 enfants victimes. Donc, quand vous pensez à ça, ça vous... Hein. Et puis, une femme sur 4 et un homme sur 6 a été victime au moins une fois dans sa vie de violence sexuelle. Donc, c'est des chiffres absolument énormes. Et donc, notre formation des bases, je reviens là-dessus, notre formation des bases nous permet de faire prendre conscience, en particulier, on a beaucoup de professionnels qui viennent, hein, des sages-femmes, des infirmières, des psys. Est-ce que ce week-end, il est ouvert à tout le monde ou seulement aux professionnels? Non, il est ouvert absolument à tout le monde. Toutes les monde. personnes qui s'intéressent peuvent venir. Et on trouve les dates, en ce moment il n'y en a pas beaucoup parce que tout s'annule, on trouve les dates sur le site Stop aux violences sexuelles, le site national. Il y a les dates des formations et ces formations-là sont gratuites. Donc il y a cette première formation. Il y a une deuxième formation très intéressante pour les sages-femmes, qui s'appelle en périnatalité, parce que les sages-femmes, qu'elles soient privées ou publiques, en principe, elles voient toutes les mères à un moment donné. Et c'est très intéressant de les sensibiliser au fait que certaines manifestations pendant la grossesse peuvent être consécutives à des violences sexuelles, que ce soit pour elles ou pour leurs conjoints, qui peuvent devenir violents au moment de la grossesse. Donc, on forme et en particulier, on en a beaucoup formé en Alsace. Donc, oui, absolument, avec Nicole Andrieux, du coup, qui est c'est aussi une volonté du professeur, son nom m'échappe, chef de la maternité à Strasbourg. Oui, je ne me rappelle pas non plus. Bon, peu importe. Qui a décidé que toutes les sages-femmes de l'hôpital seraient formées, enfin, ce qui est vraiment formidable parce que c'est une prévention très importante. Et puis, on a aussi en prévention, on a aussi une formation pour les thérapeutes psychocorporels. Et enfin, on pourrait faire une formation pour tous les enfants à partir de la maternelle, première année, jusqu'en terminale. On a un protocole très bien fait, mais on n'arrive pas à rentrer dans les écoles. Alors ça, c'est la formation. Il y aura peut-être des questions. Ensuite, la prévention. On voudrait faire de la prévention en âge scolaire.
Et puis, on pourrait faire de la prévention dans tous les lieux d'accueil des enfants. On pourrait faire de la prévention partout. J'ai une question d'un spectateur sur la formation qui demande pourquoi ne pas intégrer de telles formations dans le parcours des professionnels impliqués dans la protection des enfants. Parce qu'on n'y arrive pas. C'est pas qu'on veut pas. Alors, de temps en temps, on nous demande une intervention dans le but peut-être de la multiplier, puis on voit rien apparaître. Mhm. Parce que si vous voulez, nos bases, on les fait bénévolement, hein, c'est quand même le week-end, mais les autres formations, elles sont normalement payantes, et pas ceux-là. Mhm. Mais elles sont payantes. On ne peut pas indéfiniment. Moi, je suis la plus âgée, mais les autres travaillent. Hein, Bien sûr. besoin, voilà, on ne peut pas. Puis vous vous fournissez un travail, une formation et ça mérite un salaire comme Oui, tout il faut bien. métier. Parce que je vois le docteur Guérin, quand elle fait des formations en semaine, ben, elle annule toutes ses consultations. Et sinon, elle fait des formations le week-end parce qu'elle n'a pas de consultation. Est-ce qu'on peut parler d'un blocage pour faire ces formations, un blocage des institutions, qu'il y a quelque chose qui Il y a un bloque? blocage des institutions parce qu'il est très difficile de reconnaître qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est Mhm. pas performant. Et, et puis, il y a d'autres formations qui se font dans ces lieux. Certaines sont très bien, la majorité sont insuffisantes. Et en tout cas, pas aussi globales que la nôtre, ça c'est sûr. Mais les bases, on peut les faire, on peut aussi les réduire un peu si on a affaire par exemple à des professionnels de santé. Toute la partie santé peut être aussi performante, mais réduite, parce qu'ils comprennent Mhm. tout de suite, les gens comprennent tout de suite de quoi on parle. Donc on peut très bien, là on me proposait une formation où il y a beaucoup de magistrats. Bon, ben dans ce cas-là, on enlève toute la partie magistrature et on garde uniquement la partie gendarmerie, parce que Mhm. les magistrats ne savent pas toujours comment ça fonctionne. Hein. Vous voyez. Il y a d'autres questions par rapport à là, on me fait remonter des questions. Toujours de Valérie qui demande s'il y a des formations prévues en distanciel. Peut-être comme ça, plus de professionnels pourraient ainsi en bénéficier. Non. Non. Alors, en distanciel, si c'est collectif, moi, quand je fais les bases à Lyon, j'ai 150 personnes. Donc, Oui, si on veut que ce soit interactif, c'est pas possible. Et en privé, c'est pas possible pour le temps que ça prend. Quoi. d'accord. C'est C'est la vraiment. réalité du terrain, oui. Oui. Ces bases, là, je devais en faire 2 cette année. Elles ont été annulées toutes les 2. Ça fait 300 personnes qui n'ont pas été formées. C'est quand même Mhm. dommage. Quoi. Bon, j'espère qu'on va en faire l'année prochaine. Mais du coup, j'ose plus me lancer. Mais je suis pas toute seule, hein. Tout le monde dans les départements, enfin, tous les départements ne le font pas, mais beaucoup de départements le font. Font des Donc, bases. on invite, voilà, si ça vous intéresse, peut-être après la crise, en tout cas lors du déconfinement, à aller regarder les Ah oui. dates des De temps bases en sur temps, le il site, faut regarder. voilà, de Parce que Stop je aux pense violences que là, il y en a de sexuelles. prévus, mais on ne sait pas si elles vont se tenir. C'est peu probable. Hein. Mhm. Alors, le dernier point de notre action, c'est guérir. Alors ça, c'est un grand projet parce que si vous voulez, actuellement, les personnes, vous avez une personne qui va voir son médecin. Puis, au cours de la conversation, elle lui dit, ah, ouais, vous savez, j'ai été victime, j'avais 7 ans, 8 ans. Si elle vient voir son médecin, c'est qu'elle est en dépression ou qu'elle a des symptômes. Qu'est-ce qu'il va faire le médecin généraliste? Ben, il va lui donner quelque chose pour soigner les symptômes. Alors, si c'est dépressive, il va lui donner des médicaments, etc. Bon, quand elle sera plus dépressive, elle aura toujours son problème et ça ne va pas s'arranger. Donc, en fait, comme c'est le corps qui a été touché, c'est sur le corps qu'il faut travailler. Et on a deux processus. Un, c'est un parcours de soins individuel qui se passe à la fois avec quelqu'un qui fait psy et puis le corps. Et là aussi, on forme les gens parce que c'est pas un kiné formidable, c'est pas lui qui va pouvoir soigner quelqu'un qui a été victime de violences sexuelles s'il n'a pas lui-même reçu une formation. Mhm. Hein. Donc, on a des formations au psychocorporel. Et puis, la dernière chose qu'on fait, qui elle est payante, on fait des ateliers thérapeutiques. Le mot thérapeutique est très important. D'escrime. Actuellement, il y en a à Paris, Marseille et Bordeaux, je crois. Et Mhm. moi, j'ai essayé d'en monter un cette année, mais les circonstances ne sont pas favorables, mais ça va venir.
Alors, en quoi ça consiste? C'est les gens, il y a 5 encadrants formés très spécifiquement pendant 3 jours qui encadrent 10 personnes, soit 10 hommes, soit 10 femmes. Et ils se réunissent, ils se voient 10 fois sur 10 mois, 4 heures à chaque fois. Donc, un lundi sur 4 ou un mardi sur 4 pendant 4 heures. Et pendant ces 4 heures, ils suivent un protocole extrêmement précis avec, entre autres, un maître d'armes, un médecin, un kiné. Enfin, il y a une équipe très solide et très, très bien formée. Et en principe, en tout cas, toutes les personnes que j'ai rencontrées personnellement et qui avaient fait cet atelier d'escrime sortent de là complètement transformées, guéries. C'est vraiment très impressionnant. Voilà. Très Donc, bien. Ben, en tout cas, c'est merci notre pour cette association. découverte. Et ça, pour faire les ateliers d'escrime, il faut avoir été recommandé par un thérapeute. Être D'accord. amené par un thérapeute. Vous ne pouvez pas vous arriver en disant moi, je vais faire l'atelier d'escrime. Ça, c'est pas possible. Très bien. Donc, pour toutes les personnes qui veulent des informations complémentaires, pareil, je vous renvoie du Oui, coup sur le site. je vous invite à contacter voilà, directement Stop aux Oui, violences sexuelles. oui, Vous parlez tout à l'heure de prévention et notamment de prévention auprès d'un jeune public. oui. Depuis 2013, avec Stop aux violences sexuelles, vous rencontrez tous les ministres de l'Éducation nationale dans le but de mettre en place une politique de prévention des violences sexuelles dans les écoles. Comment êtes-vous reçu? Alors d'abord, on n'est pas reçu par le ministre. Hein. On est très occupé, bon, ça je le comprends. On est reçu généralement par un ou une conseillère, c'était une conseillère à chaque fois, différente, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements de ministre, ça c'est jamais la même conseillère. On est reçu par une conseillère qui est extrêmement attentive à ce qu'on lui raconte, on lui laisse nos documents, on expose tout ça, et en général, elle nous dit c'est extrêmement intéressant, vraiment très intéressant ce que vous faites. Eh bien, écoutez, demandez l'agrément de formation dans votre département et puis, ben oui, puis prenez contact avec l'établissement scolaire. On n'a jamais pu avoir l'agrément. Je soupçonne, je soupçonne. Quand une association est agréée, elle demande des subventions et elle s'arrange pour les obtenir. Je pense que ils ont dû se Mhm. dire, si on les agrée, et on va être obligé de verser des subventions. Donc, on ne va pas les agréer, qu'elles se débrouillent. Et quand moi, j'ai rencontré dans mon secteur, là, une principale de collège, vraiment très sympa, je ne la connaissais pas, mais je la rencontre, je lui raconte tout ça, etc. Elle me dit, mais moi, je suis passionnée, je suis intéressée, euh, qu'est-ce que je dois faire? Bon. Elle prend contact avec l'inspecteur d'académie, qui lui dit, ah ben non, c'est pas possible, pas possible, là, pas du tout. Ils sont pas listés sur les fiches des associations. Donc, c'est pas possible. Donc, terminé. Mhm. Et puis, deuxième point, c'est que l'éducation nationale, euh, malgré tout, elle a du mal à reconnaître ce qui se passe. Ce qui est idiot, c'est que l'éducation nationale a du mal à reconnaître ce qui se passe dans son établissement, parce que ça va causer tort à l'établissement, etc. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que si on pouvait former les maîtres à détecter ce qui se passe dans les familles, on aurait quand même gagné beaucoup. Parce que à l'école, bien sûr qu'il se passe des choses, mais c'est pas là que c'est sans doute pas là que c'est le plus dramatique. Le plus dramatique, c'est chez soi. Mhm. Et je suis sûre que des maîtres formés pourraient détecter des choses. Après, quelle démarche faire pour protéger l'enfant, c'est autre chose. Mais les maîtres ne sont pas formés à détecter. Au Et repérage, oui. Et vous savez, c'est intéressant parce que l'autre jour, j'ai eu un contact avec quelqu'un qui veut rentrer à SVS, qui n'a pas pu parce qu'on n'a pas fait les bases, qui est un gynécologue obstétricien en retraite, il vient de prendre sa retraite, et qui m'expliquait qu'il s'était intéressé à notre association parce que ça lui avait permis de prendre conscience qu'il ne s'était jamais inquiété des violences sexuelles auprès de ses patients. Et il me dit, quand je pense au nombre de situations que je n'ai pas vues et qui étaient dramatiques, Mhm. et c'est pareil pour les maîtres. Ils peuvent pas savoir, c'est pas possible. Donc, si vous voulez, quel dommage de. L'école, c'est l'endroit où tout le monde va. Mhm. Est-ce En plus, qu'on si peut vous dire voulez, qu'il y a... pour finir, dans notre Oui, formation, oui. il pourrait y avoir des parents qui disent oui, mais moi, je veux pas qu'on parle de ça, mes enfants. Mais on ne parle vraiment de sexe qu'à partir de la troisième et de la seconde. Avant, c'est uniquement mon corps, le respect de mon corps, c'est très ludique. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Il ne peut pas y avoir de problème.
Mhm. On ne parle pas aux enfants de choses qu'ils ne peuvent pas entendre. Cette semaine, pendant le forum avec les invités, on a découvert qu'il existait une sorte d'omerta, c'est-à-dire de silence, de tabou autour des violences sexuelles, notamment dans les institutions. Qu'en est-il dans l'éducation nationale? Ben, écoutez, il y a partout des prédateurs, partout. Je lisais encore là ce matin, il y en a partout. Il y en a chez les magistrats, il y en a chez les gendarmes, il y en a chez partout. Il n'y a pas d'endroit où il n'y en a pas. Donc, dans les endroits où il y a des enfants, il y a au minimum la même proportion de prédateurs qu'ailleurs, et peut-être un petit peu plus, parce que s'ils ont choisi ce métier, c'est pas tout à fait innocent. Mhm. C'est tout. C'est tout. Donc, il y a des prédateurs et ils ont une telle capacité d'emprise qu'ils arrivent à ce que ça ne se sache pas. Mhm. C'est ça. Et c'est partout où il y a des enfants. Vous, Partout. Il n'y a pas vous- d'exception. On en découvre tous les jours. Moi, ça m'intéresse parce que je lis le journal local ici dans le Rhône et je crois que si je découpais les trucs, il y en a au moins, le journal paraît tous les jours, ben, il doit y avoir 700 trucs dans l'année, quoi. donc, Sans 2 par citer, jour à peu près, ouais. à peu près. Mhm. Et ça, c'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on Oui. sait. Hein. Oui, en parlant de ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, vous parliez d'emprise. Moi, je vous ai découvert avec la vidéo des assises sur les sectes, où vous avez fait un énorme travail sur ce sujet. Alors, on va pas l'aborder dans le détail parce que c'est extrêmement spécifique. Donc, dans cette intervention, vous dites que dans la majorité des sectes, on relève des comportements sexuels avec des mineurs. Est-ce qu'on pourrait comparer une institution qui couvre les violences sexuelles à une secte? Tout, tout un, je dirais pas une secte, mais tout groupe euh, renferme des potentialités de violence. Mhm. Que ce soit la famille, que ce soit les groupes de vacances. Et donc, mais la secte, c'est amplifié parce que le gourou a tous les droits. Il se les donne. Mhm. Il donne tous Il y les a une droits. emprise, comme vous dites. Où il y a une emprise terrible sur les parents qui du coup laissent faire. Et puis, c'est surtout d'ailleurs visible dans les sectes petites parce que dans les très grandes sectes, je pense à la scientologie, Mhm. il y a des violences exercées sur les enfants, mais pas obligatoirement des violences sexuelles, pas plus qu'ailleurs, je dirais. Mhm. Mais dans ces sectes, par exemple les témoins de Jéhovah, il n'y a peut-être pas plus, sauf que à aucun moment l'enfant ne peut être défendu par personne. Mhm. Je pourrais rentrer dans le détail, je ne vais pas le faire, mais c'est terrible. Très bien, merci. Oui, on voulait quand même si c'est extrêmement pointu, on voulait aborder ce petit sujet parce qu'on n'en a pas parlé encore pendant le forum et ça concerne quand même des enfants qui sont victimes de violences sexuelles, Ben oui. notamment dans les sectes, et c'était important pour nous Oui, d'aborder ce sujet-là. oui. Revenons-en du coup un petit peu sur le plan politique. Selon vous, qu'est-ce qui peut changer? Ah ben, ce qui peut changer, c'est d'abord la prise de conscience. Quand, parce qu'actuellement, vous avez trois catégories de personnes. Les auteurs, les victimes, alors les auteurs qui ne disent rien, les Mhm. victimes qui n'osent pas parler, et puis les autres. Et les autres, c'est inconcevable. Ce qu'on leur raconte est inconcevable. Ils disent, mais c'est pas possible. Quand vous racontez qu'un homme viole son bébé, c'est pas possible. Donc, tous ces gens pour qui c'est inconcevable, il faudrait qu'ils prennent conscience que non seulement c'est concevable, mais que ça existe, et que ça existe à grande échelle. D'ailleurs, c'est très Mhm. intéressant. Dans un groupe où vous êtes 6-8, vous amenez la conversation là-dessus, et vous dites, vous en connaissez, vous, des gens qui ont été victimes de violences sexuelles? Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et vous pouvez être Mhm. sûr que dans votre groupe de 8, il y en a au moins une personne victime qui ne dira rien. Parce que il y a encore tout le poids de la honte. C'est incroyable hein, que la victime soit honteuse. Mais c'est le poids de la honte, c'est tellement douloureux. Il ne parlera pas. Moi, dans mon équipe, là, actuellement, une équipe assez rapprochée, on est 15-18. Récemment, il y a deux personnes que je connais depuis 4 ans, avec qui je travaille, deux personnes qui, au téléphone, ah, comme ça, dans la conversation, tu sais, moi aussi, j'ai été victime. Mhm.
Alors bon, à ce moment-là, s'ils vous en parlent, vous posez quelques questions, mais c'est des gens que je connais depuis 4 ans. On est dans le sujet, ils savent très bien qu'on peut nous dire, on peut parler de ça sans problème. Eh ben, même là, ça ne parle pas. Alors, c'est vous dire si ailleurs, ça ne parle pas. Hein. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse libérer la parole, plus qu'elle ne l'est encore, qu'on respecte la personne qui est victime et qu'on essaie de Euh, l'aider à sortir de cette, cette douleur. Oui. là, vous nous avez parlé en tant que femme politique, mais en tant que femme, que mère, et je crois même bientôt en tant que grand-mère, Ah, c'est pas qu'est-ce bientôt, que hein, vous mes petits-enfants de ressentez votre quand âge. vous découvrez la réalité du terrain des violences sexuelles sur mineurs? Oui, c'est arrière-grand-mère, c'est bientôt arrière, je crois. Non, mais il n'en est pas question pour l'instant, mais mes petits-enfants, ils sont déjà grands. Vous me demandiez si jamais... Qu'est-ce que vous m'avez demandé du coup? Je vous demandais qu'est-ce que vous ressentez. Alors, vous parliez du fait qu'il y avait ceux qui étaient victimes, ceux qui étaient des Hein. agresseurs, des auteurs de violences sexuelles et les autres. Oui. Vous faites partie, les auteurs, vous faites partie des autres. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous découvrez la réalité du terrain des violences sexuelles sur mineurs? Je suis atterrée. Je suis atterrée parce que ça prend des formes tellement perverses, diverses. À la fois, c'est la même chose et à la fois, c'est différent. Et puis, si vous voulez, quand on est motivé comme je le suis, ou comme en tout cas notre équipe l'est, prendre conscience que c'est tellement fréquent et que ça apporte tellement de mal, ça fait tellement Mhm. mal, on se dit mais c'est pas possible que ça dure, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Et pour ça, il faut que toute la société se mobilise. Hein. Mhm. Il y a pas de solution. Il faut à la fois de la prévention, de la formation pour toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants. Il faut aider, je sais que ça peut choquer, il faut aider les auteurs à s'en sortir. La majorité des auteurs ont été victimes. Donc, si déjà on diminuait le nombre de victimes, on diminuerait aussi le nombre d'auteurs. Mhm. Sûr. Parce qu'en plus, si vous voulez, toutes les victimes ne deviennent pas auteurs, Dieu merci. Mais quand un auteur qui a été victime, mais un auteur, il est souvent auteur sur plusieurs personnes. Il n'est pas auteur sur une seule personne, c'est très rare. Donc, si on arrive à soigner les auteurs, on diminue considérablement. Et ça, c'est difficile à entendre. Les auteurs peuvent être des hommes majoritairement, mais il y a aussi des femmes. Oui, il y a aussi des femmes auteurs de violences sexuelles. Oui, oui. C'est encore un tabou dans notre Ah oui, société. On va faire une capsule sur la pédophilie féminine et la pédocriminalité au féminin. J'en parlais encore aujourd'hui avec Violaine Chabard, qui est Barbès. aussi engagée et qui disait qu'il y a Chabard. Alors, moi, j'appelle Chabard, mais je Barbès. pense que c'est Chabardès, oui, dans le Oui, sud de la France. C'est pour ça. oui, Et qui voilà et qui disait que même au sein en fait de la police judiciaire, c'était extrêmement difficile pour les gendarmes, etc., de s'imaginer les auteurs de violences sexuelles qui sont des femmes. ouais. Quelque chose de très spécifique. Est-ce qu'on peut s'arrêter quand on est engagé dans une cause comme celle-ci, comme vous l'êtes? Mais écoutez, moi, toute ma vie, je me suis engagée dans des causes. Alors, je n'imagine pas d'arrêter. J'imagine de transférer un peu de responsabilité à quelqu'un d'autre, ce serait bien. Mais de m'arrêter, non, parce qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi je m'arrêterais? Qu'est-ce que je ferais si je m'arrête? Bon, je fais des tas de choses que j'aime bien faire, mais, euh, mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin voilà, j'ai besoin de penser aux autres et d'essayer d'améliorer les choses. Je vous fais part d'une réaction par rapport vous parliez de la honte. Le regard de la société joue beaucoup dans la honte que ressentent les victimes. Si les violences sexuelles étaient reconnues et les auteurs condamnés, peut-être que le regard de la société évoluerait et la victime se sentirait moins honteuse, dans une honte sociale quelque part. Qu'est-ce que vous en Oui, pensez? oui, c'est le regard des autres qui fait la honte. Bien sûr, bien sûr. Il y a pas- Mais chez un enfant, si vous voulez, c'est même pas le regard des autres, c'est le sentiment d'être coupable. Parce que Mhm. son prédateur s'arrange pour que l'enfant se sente responsable et coupable. C'est ça qui est terrible. Avec les adultes, c'est un petit peu différent. Parce que, bon, quelqu'un qui,
On lui dit bien qu'elle était sans doute un peu trop habillée court, hein, mais bon, malgré tout, un adulte qui est violé, euh, sa réaction, c'est pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive? Tandis que l'enfant, lui, il pense qu'il l'a mérité. Et donc, il a honte. Ok. Et majoritairement, les personnes victimes de violences sexuelles, ce sont les enfants. Actuellement, si on prend les chiffres existants, en France, il y a 11 millions de personnes qui ont été au moins une fois dans leur vie victimes. Et si on prend le chiffre des enfants, c'est actuellement 2 250 000 enfants qui sont en ce moment victimes. Et n'oubliez pas que ce sont des victimes à répétition. Oui, parce que c'est dans le milieu intrafamilial. Familial. Donc vous imaginez? Et eux, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ils ne peuvent pas. Le prédateur les menace de les tuer ou de tuer leur mère, ou bien il les aime par-dessus tout et c'est leur secret. Enfin bon, je ne vais pas vous détailler tout ça. Tout le monde peut imaginer. Il y a une question par rapport à ça qui demande comment on peut aider son enfant quand il est confiné exclusivement chez son prédateur. Alors, je reprends les mots hein, qu'elle employait. Faire appel à la justice, qui n'est pas très juste. Oui, c'est ce que c'est un autre commentaire qui arrive derrière Oui. qui dit 4% des victimes déposent plainte, 74% sont classées sans suite. Quand on sait que 100 000 enfants sont agressés sexuellement par an en France, il y a ce décalage. C'est En terrible. tout cas, ce que relatent les commentaires, il y a un décalage entre la réalité judiciaire et la réalité des violences sexuelles Non, sur mais les enfants. je ne vous donne même pas les chiffres de la réalité judiciaire. Violaine Chabardes vous les a peut-être donnés, mais c'est dérisoire par rapport à la réalité. Tout le monde le sait. Mais bon, c'est les seuls chiffres qu'on ait, donc on les prend comme ils sont. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais rien à voir. Et ce qui est terrible, me semble-t-il, là aussi, c'est que quand un enfant euh, manifestement est victime arrive à le dire et que malgré tout, si les parents sont séparés, le magistrat donne quand même l'enfant à garder, ça c'est insupportable. Et moi j'ai beaucoup de témoignages de ce style. C'est insupportable. Parce que si vous voulez, jusqu'à il y a quelques années, on considérait par exemple que un père, un mari violent pouvait être un bon père parce qu'il ne touchait pas à l'enfant. Oui. Bon. Je me souviens avoir expliqué ça au Sénat dans une séance en disant mais le seul spectacle de voir sa mère humiliée et battue, qu'est-ce que vous croyez que c'est si c'est pas de la violence? Oh ben non, on m'avait pas entendu, hein. Mais chez les députés et les sénateurs, il y a la même proportion de maris violents et de pères assassins. Oui, Ah oui. actuellement, il y a des campagnes qui ont été faites, je pense notamment à une campagne de Stop VO par rapport à sur les violences conjugales qui alertait sur le fait que les violences conjugales sont des traumatismes aussi pour les Les enfants enfants. qui les voient. La violence n'est pas, comme vous le disiez au départ, la violence n'est pas forcément que subie, c'est-à-dire physiquement, elle peut être aussi visuelle, etc. Et ça peut faire effraction. Par rapport à ça, alors c'est pas exactement en lien, mais on peut faire un lien, notamment avec la publicité qui existe aujourd'hui et l'accès à Internet et aux images pornographiques. Il y a Delphine Garlet qui pose une question. Alors, si elle vous pose la question, alors peut-être que vous pouvez répondre ou pas, c'est pourriez-vous parler de l'hypersexualisation des petites filles? Alors ça a été une bataille de Joanneau, qui avait fait interdire les concours de Miss. Parce qu'elle, D'accord. voilà, faire des concours de Miss, Miss, oui, de Miss, c'est provoquer dans les familles, et pour certaines mères qui auraient aimé être comme ça, c'est provoquer la sexualisation des petites filles. On les maquille, on les habille un peu sexy, etc. Ça favorise pas les choses, hein, franchement. C'est scandaleux, quoi. Et donc, elle avait fait interdire un certain nombre de choses, et du coup, bah, un petit progrès. Mais, D'accord. mais moi,
je voudrais pas apparaître comme complètement rétrograde, mais quelquefois, je suis choquée par la tenue des filles, la tenue, les vêtements. Je pense, c'est une question de pudeur. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter au moment où on rentre dans l'intime, Mhm. dans les Mais vêtements. Vous voyez? comment se sensibiliser par rapport à cette pudeur et par rapport à finalement cette appartenance au corps quand on est dans une société qui est au niveau de la publicité, Oui, bien sur sûr. les réseaux, etc., perpétuellement dans une sexualisation des femmes pour X ou Y raison. Donc, Je c'est vous un peu. pose la question, hein. Mais je crois qu'il n'y a pas de réponse. C'est dommage. Et c'est à chaque famille d'essayer de montrer où sont les limites Mhm. pour sa propre dignité. On va pas dire à une gamine, ne montre pas tes seins parce que tu vas provoquer un viol. C'est lui dire, mais c'est à toi, n'en montre pas trop. Enfin, c'est ça, ces limites. Elles ne sont plus du tout respectées. Les, les, les gens, les filles surtout, ne savent pas ce qui leur appartient et qu'elles doivent garder caché, en tout cas protégé. On a l'impression que tout est du public. Ces gamines qui vont se prendre en vidéo pour envoyer une vidéo à quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, mais c'est ahurissant. Mhm. Ça doit être mon âge. Hein. Mais, Oui, enfin, oui, je sais pas là, on si c'est parle grave. de la réalité sur les réseaux. Oui. Je vais reparler. On en parlera avec Violaine Chabardès mardi prochain parce que c'est un sujet qui nous paraît Oui. extrêmement alertant de ce qui se passe sur les réseaux Je pour les connais adolescents bien. et Oui. qui est vraiment en lien voilà, avec les violences sexuelles sur mineurs. Moi, j'ai une. Alors, attendez, je regarde quand même si. Ah oui, non. J'ai une dernière question pour vous. J'ai fait le tour des questions qui ont été posées et je vous ai fait remonter en tout cas le plus de choses. Qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui à poursuivre votre engagement? Je me pose même pas la question. Vraiment, d'abord, je me- c'est comme ça. Je me pose pas la question de savoir pourquoi je poursuis. Je poursuis. Quand je pourrai plus, ben, j'arrêterai. Mais tant que je peux, je fais. En me disant quand même qu'il faudrait que j'arrête parce que je commence à vieillir. Et je me souviens très bien quand j'étais plus jeune et qu'il y avait des personnes un peu âgées qui venaient nous faire des exposés. On disait, mais cette vieille, elle pourrait pas rester chez elle. Alors je me dis que peut-être maintenant, c'est ce qu'on se dit à propos de moi. Mais je suis pas obligée de me montrer. Hein. Je peux travailler sans me montrer. Non, non, mais je me pose pas la question. C'est comme ça. Vous recevoir et de vous voir, du coup, même si c'est seulement par visio. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Je vous en Magali. prie. Merci C'était d'avoir très pris ce temps. intéressant. J'aurais eu plein de choses encore à dire, mais bon, on peut pas Est-ce tout que vous dire. voulez ajouter quelque chose qui vous paraît important et qu'on n'a pas abordé? Alors, ça vous paraît peut-être quelque chose d'anodin. Ce que je voudrais dire, c'est que dans les violences sexuelles, il n'y a rien de sexuel. Il y a une énergie meurtrière qui est propulsée de l'agresseur à la victime. Cette victime reçoit l'énergie meurtrière et elle est incapable de la rendre. Vous voyez, vous vous bagarrez avec quelqu'un, vous donne une gifle, vous lui rendez la gifle. Vous vous défendez, c'est pas une énergie meurtrière, mais enfin ça peut. Là, un prédateur qui s'adresse en particulier à un enfant, mais même à une adulte, qui est sidérée, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas crier, qui ne peut pas se défendre, elle reçoit une énergie meurtrière. Et cette énergie meurtrière, la victime voudrait la rendre. Pour des raisons diverses, elle ne peut pas. Et c'est ça qui lui pourrit la vie. Parce que cette énergie meurtrière, elle est là. Et c'est une énergie permanente qui sort sous forme de colère, sous forme de violence contre soi-même, les scarifications, les addictions, les problèmes alimentaires. Enfin, tout ce qui vous détruit, ça vient de là, quand vous avez été victime. Et donc, je voulais dire ça parce que on a tendance à penser que c'est des pulsions sexuelles. Ça n'est pas des pulsions sexuelles, c'est une énergie meurtrière. Celui qui est en face de vous a envie de vous tuer, de tuer votre humain, votre partie d'humanité. Voilà, je vais terminer là-dessus.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et merci pour Merci à ce vous. magnifique mot de la fin. Pour celles et ceux qui en ressentent le besoin, je vous rappelle qu'un document ressource est disponible en contactant par message privé la page Facebook du Forum de l'enfance libre. J'ai un peu du mal ce soir. Exceptionnellement, il n'y aura pas de live demain soir car je me réserve cette soirée pour mon anniversaire. Ah, Et je bon vous retrouve anniversaire. donc ce dimanche avec comme invitée Marie-Laure Gamay, médecin sexologue, une des premières femmes médecins sexologues à s'intéresser au développement de la sexualité des victimes et auteurs de violences sexuelles dans leur prise en charge. À Elle fait demain, aussi partie de dimanche. SVS, Oui, et elle fait aussi partie de SVS. À ainsi que Gwen demain, Bardes. pas à À demain demain. du coup, Au à revoir. dimanche, 20h.